J'apprenais sur internet, je me dis vas-y, je vais essayer, je le facture pas. Je commence avec des petits budgets et je teste. Ça m'a permis juste de me faire la main. Enfin, je crée Kodak, je suis tout seul, je suis seul associé, j'ai eu 100% du capital pendant très longtemps. La question elle est très simple, c'est où est-ce que Théo apporte le plus de valeur? C'est pas sur Facebook Ads, il y a plein de gens qui peuvent faire aussi bien que moi, même beaucoup mieux que moi les campagnes. Par contre, sur la partie faire grossir une boîte, je pense que c'est un truc sur laquelle ma faculté d'exécution. En fait, la méthode de Kodak est finalement pas si compliquée que ça dans la pratique. En exécution, elle est un peu plus dure. C'est toujours quelque chose qui me passionne parce que c'est assez protéiforme, donc tu peux vraiment en faire ce que tu veux. Comment et est-ce que tu fais en sorte que tu arrives à produire ton contenu, pas sur une semaine, pas sur 2 semaines, mais sur un an au minimum. 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débrouillard. Je suis super content parce que j'ai un invité spécial aujourd'hui. Invité avec un profil atypique parce que il va nous dire, il a créé sa boîte très jeune et aujourd'hui, en moins de 2 ans, je crois que la boîte, elle a quasi triplé en effectif, d'après ce que j'ai lu dans les posts qui ont été faits sur LinkedIn. Donc, Théo, je te propose de te présenter. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup de me recevoir, Guy, c'est un plaisir aussi. Pour me présenter, du coup, je m'appelle Théo, donc j'ai monté une boîte qui s'appelle Kodak et qui fait de la pub sur Facebook et Instagram avec une composante créa, c'est-à-dire qu'on fait aussi tous les éléments créatifs qu'on va utiliser dans les campagnes très simplement. Que j'en ai fait du coup monter pendant mes études. J'ai 24 ans maintenant. La boîte a été créée en avril 2020, donc bientôt 2 ans. En avril, on aura 2 ans. Et ouais, on est une trentaine, on est 31 exactement, et on continue de grossir gentiment, voilà, avec un bon rythme et tout ça en full remote. Parfait. On va parler de Kodak, tu vas nous donner un petit peu les offres, comment est-ce que tu crées tout ça, mais j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, je sais que tu as eu une autre expérience entrepreneuriale avant. Déjà, c'est quoi ton parcours et est-ce que tu as forcément ce parcours entrepreneurial? Qu'est-ce que tu as fait avant, après ton bac peut-être? Ouais, après mon bac, moi j'ai un parcours académique très classique et assez élitiste, comme on pourrait le voir parmi tous les gros entrepreneurs là qui ont fait les énormes boîtes là. Donc j'ai fait une prépa classique, ensuite j'ai fait HEC. Mais moi, ça m'a pas trop plu, les choses qui s'y tramaient. Donc, même si j'ai fini dans l'entrepreneuriat, j'ai pas fini dans la voie classique, grosse start-up, levée de fonds, etc. Parce qu'on est encore autofinancé avec Kodak et on a prévu de le rester encore un peu de temps. Parce que ça me plaît comme ça et on n'a pas besoin d'avoir de fonds extérieurs pour le moment. Et donc, ouais, mon parcours est vraiment très très chiant, en fait. Sur le Bah, papier, peut-être c'est un truc revenons qui est très très au très niveau de académique. HEC. Qu'est-ce qui t'a déplu justement, tu dis qu'il y a des trucs qui t'ont pas plu. Généralement, on va voir, c'est HEC, c'est plutôt l'élite, c'est où tout le monde veut aller, c'est où tout le monde veut avoir une sorte d'étiquette comme ça, de cachet, tu vois, sur son LinkedIn HEC, tu vois. Toi, qu'est-ce qui t'a déplu au point que ben, tu n'as pas forcément voulu reprendre tous les codes qu'on a l'habitude de voir pour des profils qui sortent de ces grandes écoles? Ouais, en vrai, ça m'a pas déplu. Overall, l'expérience HEC, je la qualifie toujours de positive déjà parce que c'est un investissement héroïste sur lequel tu fais un bon multiple de rentabilité. Donc ça, c'est très lourd. Mais par contre, il y a deux, trois petits points qui m'ont pas plu dans le sens où, quoi qu'on en dise, dans les premières années d'études et même dans les programmes d'entrepreneuriat, c'est pas forcément des milieux qui sont très à l'aise avec, pas la différence, mais du moins les gens qui veulent faire un petit peu de leur façon. Parfois, la plupart du temps, ils ont tort, hein, ces gens-là. Mais j'ai fait par exemple moi le master entrepreneur d'HEC et c'était pas très friendly avec le fait que j'ai une boîte déjà créée, parce que j'avais créé ma boîte avant de faire le master. Il fallait vraiment passer par Mais c'est pas interdit. des parcours C'est juste prédéfinis. que c'est pas peut-être à 100% compatible. Techniquement, tu as le droit Ouais, d'avoir ta boîte. non, bien sûr, tu as le droit. C'est même, enfin, l'objectif à la fin de l'année, c'est d'avoir sa boîte, mais ils veulent pas que tu l'aies avant, en fait, avant la fin de l'année. Il faut d'abord que tu fasses tout leur programme, apprendre à faire un business plan, tous les trucs. En fait, qui sont à l'ancienne, qui sont un peu déconnectés du. Enfin, je dis déconnectés, en vrai, ça se trouve, c'est utile pour plein de gens qui savaient pas ce que c'était un business plan ou que je sais pas comment lever des fonds, des trucs comme ça. Mais en fait, on t'apprend l'entrepreneuriat, pardon, tel qu'on veut qu'il ressemble. C'est-à-dire, on veut. Moi, par exemple, j'ai une agence, je fais du service. C'est comme si j'existais pas, je sais, tu vois. On fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça n'existe pas ce truc-là. Je suis pas levé de fonds, je suis pas sur la couverture des magazines. En fait, je suis même pas
dans la liste des entrepreneurs d'HEC qui ont du succès ou qui ont mis des trucs. Bon, après, c'est peut-être parce que la boîte est encore petite. Et c'est vrai que les gens qui sont sur cette liste, pour le coup, c'est souvent des mastodontes. Et les mecs qui ont fait des boîtes en sortant d'HEC, uniquement genre les Doctolib, etc. Mhm. Et je le serai jamais en étant autofinancé. C'est pas possible. Et donc, en fait, on t'apprend vraiment tous ces trucs-là. Donc, t'apprends beaucoup parce qu'en fait, tout ça, pour lever des fonds, tu dois faire quoi? Tu dois être très bon pour vendre ton truc et avoir un extérieur qui est magnifique et un intérieur derrière. Bon, tu verras plus tard, en fait, être rentable et tout, c'est des trucs qui viennent plus tard. Et c'est pas moins bien l'un que l'autre, hein. Une boîte rentable, c'est pas forcément mieux qu'une boîte pas rentable parce que bon, on sait très bien que les Facebook, Google, etc., ils ont pas été rentables pendant très longtemps et c'est comme ça en fait que tu crées un mastodonte parce que la rentabilité c'est un frein. Mais c'est juste qu'en gros, c'est ce que je veux dire, le constat de tout ça, c'est que je suis très content d'HEC, mais ils sont pas très tolérants avec les gens qui auraient des idées un petit peu différentes de celles qui essaient de t'enseigner. Et même avec le recul aujourd'hui, n'étant plus à l'intérieur, tu t'es toujours convaincu qu'ils ont tort. Je le dis parce que moi, j'ai d'autres amis, j'ai d'autres potes qui sont passés par là et ils vont te dire que, bah, OK, peut-être dans les 2 premières années, c'est pas ce qui va t'aider le plus de savoir faire un business plan ou de savoir lever des fonds. Mais pour quelqu'un qui prétend créer un mastodonte, un gros monstre, ça reste quand même intéressant d'apprendre tout ça, de comprendre de l'intérieur comment est-ce que puisque c'est ce qu'ils vous disent là-bas. Si vous sortez de là, vous serez de grands entrepreneurs, de gros managers. C'est pas juste pour aller pour chacun contre les épiciers, mais c'est pas juste pour une petite épicerie du coin. Quelque part, est-ce que c'est pas essentiel justement qu'ils fassent un gros focus sur cet élément sur ce protocole en tout cas de ce qu'ils font jusqu'ici pour les nouveaux entrants? Bah, en vrai, pour être clair, je dis pas qu'HEC a tort, hein. Je pense même que personne a raison, personne a tort sur ce truc-là. Il y a des gens qui font des trucs différemment. Et, ouais, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'en fait, tu l'as très bien résumé. On va t'apprendre, et c'est ça qui est génial avec HEC, hein, c'est ça surtout le truc qui vaut les 50 000 euros que tu payes pour les 3 ans. Mhm. C'est que, en gros, tu vas être exposé à l'ambition comme nulle part ailleurs, en fait. Tu vas être avec des gens pour qui faire une boîte, c'est pas juste faire petite affaire rentable, une PME, c'est faire un mastodonte qui va révolutionner son marché. Et c'est pour ça que la majorité des gens, ils y arrivent pas, en fait. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis dans la promo HEC Entrepreneur. Je sais pas s'il y a 5 boîtes qui sont sorties et encore, et parmi ces 5 boîtes, je sais pas si elles font du chiffre d'affaires, certaines d'entre elles. Bon, c'est vraiment un truc où, en fait, t'es dans le paraître. Et moi, c'est le truc qui me saoule. C'est que ça fonctionne, je sais. Ça fonctionne, faire du paraître, tu vas lever des fonds, tu vas relever des fonds, relever. Et si tu arrives à recruter des mecs bons, tu vas réussir à faire une boîte qui est gigantesque. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça pour lequel ils te préparent. Et tu peux pas leur reprocher, en vrai. C'est ça, si t'avais envie de faire ça, ce serait cool. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, je le ferai peut-être plus tard, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Et en effet, ils te donnent déjà l'exposition à l'ambition. Et ensuite, un truc qui est très utile, tu veux faire une grosse boîte comme ça, c'est le réseau et le cachet. T'as le cachet HEC et qui va t'ouvrir les portes de plein de fonds et faire que tu vas être beaucoup plus prisé. Et donc oui, en effet, non, ça a une putain de valeur. C'est juste que moi, j'ai pas eu une très bonne expérience parce que j'étais pas forcément dans la cible parfaite, donc la ideal customer persona, tu vois, la ICP, pour HEC Entrepreneur. Nice. Yes, donc du quand tu rentres à ce stade-là, est-ce que Kudak existe ou là, tu es encore juste, freelance ou tu es sur ta première boîte? Tu peux un peu nous donner le contexte lorsque tu rentres justement à ce master, spécialisé chez ACC? Ouais. Alors, moi, du coup, j'ai fait d'abord, enfin, je suis intégré par la voie grande école. C'est-à-dire que d'abord, j'ai fait 2 ans sur le campus, puis un an de césure. J'ai doublé, j'ai fait une deuxième césure. C'est là où j'ai monté Kodak, donc ma quatrième année à HEC. Et ensuite, je suis revenu faire le master entrepreneur qui s'est achevé en septembre dernier. Donc, il y a vraiment 2 mois. Au moment où on enregistre. Euh, et, euh, et donc, en vrai, sur le démarrage, bon, j'avais pas de boîte et j'avais pas envie de faire de boîte. C'est très bien, j'ai profité, j'ai vécu ma vie étudiante comme tout le monde et c'était super. Et ensuite, du coup, j'ai monté ma boîte donc un an avant le master entrepreneur. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. J'ai essayé de faire mixer les deux en me disant, ok, là, je suis entrepreneur, c'est parfait, j'ai une boîte et tout, ils vont trop m'aider, ça va être super lourd. Et non, en fait, je me suis mangé que des murs, que des bâtons dans les roues. Et c'était très dur mentalement aussi de devoir tout gérer en même temps, d'essayer d'avoir le diplôme que j'ai fini par réussir à avoir. Mais ouais, c'était pas une année plaisir. OK. Donc, comme je disais dans tantôt, l'avant Kodak, tu étais freelance. Je crois que j'ai lu un truc comme ça passer, Ouais. et freelance, est-ce que là, c'est déjà sur, la typologie de service, qui est, opérée, qui est, délivrée par Kodak, c'est-à-dire, de la pub Facebook, gérer des campagnes, de DMVB ou d'autres marques, via Facebook, LinkedIn Ads? Ah pardon, Ouais. Facebook et Instagram Ads. Ouais, c'est ça. Oui, alors j'ai été freelance un petit peu de temps en fait en rentrant pour resituer le contexte. Donc pendant ma première année de césure, qui est celle où tu es censé faire des stages à HEC,
J'ai fait un premier stage qui s'est bien passé et un second stage qui s'est pas très bien passé où j'étais dans une agence média, où du coup j'ai arrêté le stage au bout de 3 mois et là, il fallait que je gagne de l'argent pendant ce truc-là. Donc pendant un certain temps, j'ai été, joueur de poker, donc je gagnais ma vie avec le poker et ensuite je me suis Ah dit qu'il fallait ouais. peut-être que je retombe sur un truc, ouais, j'ai eu un petit épisode comme ça J'ai et reçu ensuite, aussi je suis Jean-Charles retombé Kernali sur, qui était, il a joué aussi, ouais. il était un grand, vraiment, il allait très très loin dans le truc avec le poker. Et, et moi, je me pose toujours des questions, je ne me connais pas.